Hello à tous, salut Lucas. Salut Flavien, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Pareil, du coup n'hésitez pas à nous dire si le son, la vidéo sont OK. C'est toujours important du coup pour pouvoir faire le webinaire dans les meilleures qualités possibles. Euh, et même nous dire sur le chat si vous allez bien, d'où est-ce que, aussi que vous regardez le webinaire. Parce que je suis assez curieux, j'aime bien savoir où est-ce qu'habitent les gens qui nous regardent. Et Flavien, toi, t'es en Corse, moi je suis, pour tout vous dire, je suis dans les Alpes, Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais ou des Rhône-Alpins par ici, manifestez-vous. Un fan de Jean-Michel Aulas. Ah non, malheureusement, je suis pas lyonnais de base, donc je dirais pas pour quel club je suis. Ils ont pas réussi, ils ont pas réussi hier. Ah oui, bon, je pense qu'on a une petite idée du coup. Mais trop content en tout cas de faire ce webinaire-là ensemble, Lucas. Ça fait un moment qu'on échange ensemble avec Lucas, qu'on voulait faire ce webinaire, donc on a réussi à le programmer. Donc super content. Euh, déjà, après on va se présenter un peu, Lucas, mais toi du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et raconter aussi ce qu'est Jova pour ceux qui ne connaîtraient pas? Qu'est-ce que vous faites chez Jova et qu'est-ce que vous Ouais, avec apportez plaisir, du avec coup? plaisir. Du coup, moi, pour ceux qui connaissent un petit peu, parce qu'il y a forcément des gens qui me connaissent un petit peu déjà sur le webinaire, et pour ceux qui me connaissent moins, j'ai accompagné des dirigeants de TPE, PME et puis des responsables marketing sur le fait de pérenniser leur lead gen pendant 7-8 ans dans une structure qui s'appelle Neo Camino, dont je suis encore associé. C'est une boîte qui fait à la fois de l'accompagnement et de la délégation sur des sujets de stratégie d'acquisition digitale. Et puis j'ai pris un peu de recul sur cette activité il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi, et avec mes associés, on a lancé Jova parce qu'on a identifié que la manière dont LinkedIn était utilisé par les boîtes en B2B était en train de changer. On est passé d'une phase où ça s'est énormément démocratisé, la prospection sur LinkedIn, mais avec la démocratisation, je reviendrai dessus, il y a eu du bien et du moins bien. Et donc nous, on voulait remettre ça dans une dynamique qui était vraiment au service de nos clients. Et donc on a lancé Jova en 2025. Et aujourd'hui, on a 300 clients. Voilà, et on est ravis de partager quelques expertises qu'on a et quelques bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui. Et Flavien, on se tourne autour depuis un petit moment, et du coup, je suivais ce que tu faisais avant chez Faro, donc très content de faire ça avec toi. Ben, trop cool, super content aussi. C'est vrai que je vois du coup c'est un bel outil du coup qui permet de prospecter sur LinkedIn, qui va résoudre pas mal de use cases. Donc on aura l'occasion d'en parler aussi pendant ce webinaire-là. Mais nous c'est super important de faire ce webinaire parce que vous allez voir, mais ça va être un des sujets du webinaire. Mais plus on avance, plus la prospection c'est concurrentiel, plus c'est compliqué. Et il y a deux leviers nous qu'on utilise beaucoup, nous au sein de l'agence Let Growth et Lucas du coup avec Jova qui sont le LinkedIn, la prospection sur LinkedIn et le call, que ce soit du call ou du warm call. Donc, on voulait vraiment vous présenter ces aspects-là, comment réussir sa prospection avec ces deux leviers et se différencier aussi de la masse en 2026. Carrément. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire où vous en êtes, vous, sur ces sujets. Est-ce que vous en faites déjà? À quel point vous en faites de manière efficiente, en tout cas? Est-ce que vous avez des premiers résultats? Ou est-ce que sur quoi vous galérez en ce moment? Ça nous permettra d'adapter un peu le discours. Toujours content de savoir où vous en êtes sur ces sujets. Carrément. Du coup, pour commencer dans le concret sur ce webinaire-là, on va aborder plusieurs thèmes. Le premier, ça va être un peu le contexte de la prospection en 2026. Où est-ce qu'on en est en 2026? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On va attaquer ensuite par la partie LinkedIn. Comment réussir sa prospection sur LinkedIn en 2026? Les trois piliers à absolument mettre en place. Puis sur la partie call, réussir une stratégie de call en 2026. Et ensuite, bien entendu, comment utiliser ces deux leviers et les combiner pour être encore plus puissant et différentes stratégies d'exemples de séquences, de use case que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Pour commencer avec le contexte, c'était important pour nous de remettre un peu de contexte sur la prospection 2026. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Il y a une réalité, je pense, qui n'échappe à personne aujourd'hui, c'est que l'outbound, la prospection se durcit. C'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Mais parce que les prospects sont sursollicités, et ça sur tous les canaux, que ce soit par email, sur LinkedIn, par téléphone. N'importe quel décideur avec qui on échange va nous dire j'ai 5 appels par jour, j'ai 20 emails et 5 messages LinkedIn tous les jours dans ma boîte de réception. Et surtout, il y a une réalité, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, la barrière à l'entrée, qui était de faire un bon copywriting sur LinkedIn, un bon copywriting par email, ben, s'est baissée.
tout le monde arrive à faire des copywriting qui soient corrects avec l'IA. Donc, la qualité baisse, mais le volume augmente. Et ce qui entraîne que la confiance des décideurs B2B est plus basse que jamais. Pourquoi? Parce qu'en étant sursollicité, en ayant eu des mauvaises expériences avec des agences comme nous on peut l'être, ou des outils comme Jova peut l'être, eh bien, les gens ont plus en plus de mal à faire confiance sur de la prospection outbound. Donc, les résultats qui en découlent, c'est que les taux de rendez-vous baissent, c'est de plus en plus compliqué de prendre des rendez-vous qualifiés. Les rendez-vous deviennent plus chers. Ça a beaucoup plus de valeur d'avoir un rendez-vous avec un décideur qualifié. Et les cycles de vente s'allongent sur des cycles de vente où on peut avoir 2-3 semaines, on passe à 4-6 semaines en 2026. Donc, tout ce contexte-là, et en fait, on va le voir, mais il faut vraiment se démarquer, faire des choses que les autres ne font pas, aller chercher du coup la petite step en plus pour pouvoir réussir sa prospection. Complètement. Et en fait, ce que tu dis sur la prospection, en fait, c'est valable sur beaucoup de canaux. Au final, c'est valable sur la publicité avec l'arrivée des UGC par IA, c'est valable sur le contenu LinkedIn qui est de plus en plus accessible. In fine, ce qu'on dit là, c'est valable sur tous les canaux d'acquisition, mais donc en particulier sur la prospection dont on parle aujourd'hui. Clairement. Et donc ça, c'est valable. Ouais, c'est valable sur la prospection LinkedIn en particulier. Je vous demande vous devez tous recevoir des messages plus ou moins bien calibrés dans votre inbox ou par email. Donc malgré tout, encore une fois, comme le disait Flavien, les choses ont évolué, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Et c'est l'objet du rendez-vous du webinaire, c'est de vous partager les bonnes pratiques qui font que vous allez réussir à vous démarquer et que vous allez réussir à faire comme typiquement nos clients ou nous on fait pour Jova, puisqu'aujourd'hui l'essentiel de nos prospects, nos rendez-vous, nos démos proviennent de LinkedIn ou de la combinaison de LinkedIn plus Call. Et donc voilà, on va vous partager un petit peu tout ça. Je vous mets à l'écran deux, trois exemples de ce que nous on arrive à faire avec de la lead gen, prise de rendez-vous, téléchargement de contenu via LinkedIn, inbox, setting, voilà, une combinaison de tout ça pour générer plus de rendez-vous, plus de démos. Trop bien. Et c'est vrai que sur la partie call, on va retrouver un peu les mêmes problématiques. On voit de plus en plus du coup de pression liée à du volume. Nous, on échange du coup avec l'agence régulièrement avec des équipes commerciales, des fondateurs sur lesquels ils ont déjà du coup ce canal-là qui fonctionne, en tout cas sur lesquels ils appuient. Mais souvent, ils me disent, je pense que mes commerciaux, ils font pas assez d'appels, ils contactent pas assez de prospects, ils font pas assez de volume. Alors qu'il y a une réalité, c'est que le vrai levier en 2026, c'est pas le volume pur et dur, c'est la segmentation. Contacter les bons prospects avec le bon message au bon moment et surtout de l'accroche. Il y a de plus en plus de cold call, d'appels à froid. Les prospects, ils en reçoivent pas mal par jour. Donc, si vous n'avez pas une segmentation ultra précise et que vous arrivez à accrocher les prospects dès les 20 premières secondes, derrière, les résultats vont être vraiment descendants sur votre stratégie de call. Donc, c'est ces deux leviers, moi je pense vraiment, et nous on le voit avec l'agence, avec les 30 clients qu'on accompagne, qui permettent d'avoir une stratégie de call qui fonctionne. Premier point du coup, la stratégie LinkedIn. Lucas, tu en as partagé un peu toi les 3 piliers. Comment on fait pour avoir une stratégie LinkedIn qui fonctionne en 2026? Ouais, carrément. Alors les premières choses que je dis à quelqu'un qui vient et qui a peu de résultats sur LinkedIn, déjà, c'est est-ce que la base est là? La base est là, c'est on en a parlé un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on veut dire à nos prospects qui y sont, qui est notre client idéal, mais c'est aussi avoir un profil optimisé avec voilà une photo de qualité. Je le rappelle, hein, ça paraît évident pour beaucoup d'entre vous peut-être, mais je peux vous assurer que beaucoup de gens oublient ça en fait, hein, d'avoir un profil optimisé où on comprend ce que vous faites, on comprend à qui vous vous adressez, vous avez une photo de qualité professionnelle, une bannière de qualité professionnelle, vous avez un peu de storytelling sur la manière dont vous résolvez le problème auquel vous vous adressez dans les infos, un appel à l'action très clair. Voilà, n'importe qui, quand vous allez l'avoir au téléphone ou vous envoyez un message LinkedIn, c'est ça qu'il va voir en premier, qu'il va aller regarder, il va regarder ce que vous faites, comment vous le faites. Donc la base doit être là et ça c'est super important. Quelques liens aussi dans la sélection, c'est toujours bien, un lien vers votre site, un lien vers un use case, un lien vers un post qui a bien fonctionné, qui apporte de la valeur. Voilà, la personne va parcourir votre profil et elle va pouvoir regarder tout ça tranquillement. Clairement, et ça c'est hyper important, je trouve que c'est un peu LinkedIn maintenant comme un mini site web, votre mini site web. Quand le prospect arrive, il faut qu'il ait toutes les informations, les propos de proposition de valeur, ce que vous résolvez, votre expertise. Sinon, il va arriver sur le profil, soit pas accepter votre invitation, ou alors ressortir et le cycle de vente, en tout cas le cycle de prospection, s'arrête pour vous.
Nous, on a fait des tests quand je travaillais pour des clients historiquement, où la différence entre le taux d'acceptation d'un profil optimisé et non optimisé, il était du simple au double, hein, parfois, donc ça c'est super important. Ouais. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ouais, je peux passer les slides, Flavien, si tu veux, excuse-moi. Vas-y, avec plaisir. On parle de prospection beaucoup aujourd'hui, et vous verrez que la prospection, c'est un tout, mais Flavien, tu le disais, les experts sont assez unanimes sur ce qui va faire que ça fonctionne aujourd'hui sur LinkedIn. C'est déjà plus de qualité dans le ciblage, dans les messages, moins de quantité. Et puis, on en a parlé aussi, vous le voyez en 1, la cold calling is back, donc l'appel prospecter sur LinkedIn, combiner ça avec le téléphone, c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Et ça, c'est vraiment les experts. Ouais, j'ai vu passer cette petite demande, ce petit questionnaire sur des experts et ils étaient tous unanimes là-dessus. Je le précise aussi, dans la prospection, on parle beaucoup d'automatisation. L'automatisation, c'est super pour gagner du temps ou systémiser certains process, mais ça l'est moins dans certains cas, et je pense que ça, il faut aussi le rappeler. Si vous prospectez les dirigeants du CAC 40, que votre marché adressable, c'est une centaine de personnes, bon, bah là, je vous conseille d'avoir des niveaux d'intention, des niveaux de personnalisation très élevés, voilà, faire du manuel, faire des choses ultra personnalisées. Par contre, si vous allez cibler, vous avez des petits paniers moyens, vous allez plutôt toucher des TPE-PME ou des indépendants ou des ETI, voilà, avec encore une fois des petits paniers moyens, ça vaut le coup d'automatiser un peu davantage vos process et il y a un entre-deux parfois entre ce que je viens de dire là. Donc, tirez vos prospects pour savoir quand automatiser, qui automatiser et à quel niveau. Un, un point important aussi, on en a parlé, hein, mais du coup, la prospection LinkedIn uniquement, ça peut fonctionner, mais ça ne sera jamais aussi bon que si vous faites du multi-touch. Donc, si vous avez des paniers moyens un peu plus importants, que vous êtes prêt à mettre l'effort en cold call ou en warm call, donc de l'appel à chaud, créer des séquences multi-touch avec une invitation message LinkedIn, on donnera des exemples tout à l'heure. Puis un appel s'il y a une première réponse. Ça donne du contexte pour les appels. Flavien donnera aussi un peu de contexte sur les accroches qui peuvent fonctionner. Et un bon message LinkedIn, ça c'est important de comprendre les mécaniques de rédaction de messages sur LinkedIn. Elles sont très différentes de la rédaction de messages sur email, par exemple. Nous, on conseille des messages qui sont très courts, directs, avec une question qui est facile à répondre. Donc, c'est contre-intuitif parce qu'en call, on vous dit de poser des questions ouvertes pour aller chercher de l'info. Sur LinkedIn, ce que vous voulez, c'est une réponse. Donc, plutôt que poser des questions fermées pour aller avoir un oui, un non ou une info très spécifique. Partager de la valeur éventuellement avec un livre blanc, un guide, un use case que vous pouvez télécharger ou découvrir. Et pas vendre tout de suite votre solution, donc apporter de la valeur avant de pitcher ce que vous faites. Ouais, ça je trouve que c'est super intéressant ce que tu partages, Lucas, parce que nous on a fait pareil, pas mal de tests du coup à l'échelle sur des clients. Et en fait, des fois, les messages sur LinkedIn peuvent être très bons. En fait, si la question en fait, est compliquée à répondre, en tout cas, on ne peut pas répondre en quelques secondes, mais le taux de réponse va de suite baisser. Un exemple très simple. Hello Lucas, j'ai vu que tu faisais de la prospection B2B. Quelle est ta stratégie d'acquisition 2026? Toi, tu dois réfléchir. Attends, ma stratégie d'acquisition, c'est ça, ça, ça. Bon, j'ai la flemme de répondre, je réponds pas. Et ça, c'est un point souvent qu'on voit. En fait, le message est bon, mais comme la question demande du temps du prospect, en fait, ce temps-là, il n'a pas forcément à vous l'accorder. Et donc, derrière, le message de prospection s'arrête et votre séquence n'aura pas de réponse. Oui, carrément. Nous, typiquement, en tout cas sur notre cas d'usage à nous, ce qui fonctionne le mieux, c'est de demander est-ce que vous utilisez déjà un système d'outreach? Oui, non. Voilà. Et ensuite, éventuellement, on peut poursuivre sur une discussion, savoir lequel, à quel point ça répond aux attentes, quels sont les résultats. Mais aller chercher ce premier niveau de discussion. Voilà, ou quel est l'outil que vous utilisez et que vous recommandez. Et donc là, la réponse est très facile. Quelque chose qui change en 2026 aussi, c'est qu'historiquement, on a tendance à créer des listes de prospects froids et puis ensuite à les contacter en multicanal, LinkedIn, email, téléphone. Ce qu'on voit émerger de plus en plus depuis quelques mois, voire années, et 2026, c'est vraiment la tendance forte de 2026, c'est d'intégrer LinkedIn dans votre nurturing. Donc, ce que j'appelle le nurturing, c'est d'aller retoucher des prospects qui sont déjà dans votre écosystème, soit parce qu'ils sont
déjà dans votre CRM parce que vous les avez rencontrés sur un salon, ils ont participé à un webinaire, ils ont téléchargé un guide sur votre site, ils se sont inscrits sur votre logiciel, ils ont fait une sign-up. Voilà, donc ça, c'est des signaux de nurturing qui font que vous allez pouvoir créer un point de contact sur LinkedIn. Et nous, c'est là-dessus qu'on travaille, notamment sur Jova, c'est vous aider à utiliser ces signaux-là. Ça peut être des likes sur des ads, des likes ou des commentaires, des téléchargements de ressources sur vos ads, comment vous allez réengager les personnes qui ont interagi sur les ads de vos concurrents, les vôtres ou celui d'un créateur de contenu. Et Flavien, tu partageras tout à l'heure aussi des techniques autour des visites de profil, par exemple, ou des interactions sur vos posts. Tout ça, ça permet de contextualiser les messages, de contacter la bonne personne au bon moment, quelqu'un qui a déjà émis un signal d'intérêt pour ce que vous faites ou ce que fait certains de vos concurrents ou créateurs de contenu dans votre niche. Ouais, Voilà. clairement, franchement, hyper aligné là-dessus. Et il y a une chose du coup que Lucas t'a dit et qui est très vrai en 2026, c'est en fait trouver du contexte sur pareil sur pourquoi vous contactez le prospect. Je vous contacte parce que vous êtes dirigeant de votre entreprise. C'est pas du contexte. En 2026, on est France, ça fonctionne beaucoup moins. Il faut vraiment trouver du contexte légitime à contacter la personne. Et nous, en fait, en tant que prospect, toujours se mettre à la place de la personne qu'on prospecte. Si moi l'accroche est intéressante, j'ai vu que vous avez participé à Vivatech, j'ai pas eu l'occasion de nous croiser du coup sur votre stand. Là, j'ai envie de lui répondre à la personne. Je dis, ah, il a essayé de me voir, je vais prendre le temps pour lui répondre. Je me dis, j'ai vu que vous êtes dirigeant de Let's Boss. Oui, ok. C'est un fait, c'est un fait. C'est une info trop facile à récupérer et en plus de ça, c'est pas vraiment du contexte. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire sur l'intérêt que vous avez pour le service en question? Difficile à le rattacher ensuite. Et je le précise aussi, pourquoi ça, enfin, l'impact concret d'utiliser ces signaux, généralement, c'est qu'on voit les taux de réponse sur LinkedIn ou les taux de passage au CTA qui sont nettement meilleurs. Généralement, sur du froid, sur LinkedIn, on est à 5-10% de taux de réponse. Quand on contextualise un message, qu'on s'appuie sur un signal d'intérêt et qu'on a la bonne approche avec le bon copywriting, un message court, etc., on peut tripler ce taux de réponse. Mais on a des taux de réponse qui peuvent aller de 15 à 30% sur des campagnes LinkedIn, parfois plus si le signal est très fort et le message est très bon. Voilà, à garder en tête. Ouais. Voilà, c'est ce que je précise ici d'ailleurs. Je suis allé un peu vite, mais donc voilà, ça a un impact très fort en tout cas aussi sur votre funnel. Donc quand vous contactez X personnes et que vous multipliez par 3 vos taux de réponse, par 2 ou par 3, forcément derrière, vous le voyez directement sur la prise de rendez-vous ou sur le pipeline. Et le dernier pilier, on en a un petit peu parlé, mais c'est le profil, des messages contextualisés, bien écrits, pas intrusif, mais c'est aussi de créer du contenu pour apporter de la valeur, soit pour les mettre dans vos séquences, soit parce que vous le partagez avec votre profil, que les personnes vont interagir et voir votre contenu régulièrement. Donc super important pour crédibiliser votre expertise, pour créer du lien avec votre audience, pour que vos pairs éventuellement interagissent sur vos posts et que vous gravitiez autour des audiences de vos pairs. Donc c'est bien important de créer du contenu régulièrement. Dans les organisations que je vois, si vous avez une équipe marketing, une équipe sales, forcément c'est l'équipe marketing qui produit un peu ce contenu-là. Et de le partager plutôt avec les profils. Je sais qu'il y a encore du monde qui continue de créer du contenu sur les pages entreprises et ça peut fonctionner, dans certains cas ça fonctionne, mais essayez de le relayer avec les profils de vos leaders top managers, top voice dans l'entreprise pour avoir le plus d'impact. Ouais, et ça, franchement, c'est vraiment une des parties les plus importantes quand on va sur une stratégie de prospection que l'on montre. Parce que envoyer un message LinkedIn ou appeler un prospect qui a déjà vu un, deux, trois, quatre de vos posts et qui les a trouvés pertinents, vous apporter de la valeur, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, que vous allez contacter vraiment à froid. Et ça change vraiment tout en termes de résultats de prospection. Carrément. Et je le précise quand même, les 3 piliers sont importants parce que on pourrait penser que créer du contenu, ça suffit pour avoir des leads entrants, ou prospecter, ça suffit voilà, pour avoir des premiers niveaux de réponse. Mais les 3 piliers combinés, c'est quand même la meilleure manière d'avoir des résultats, en tout cas dans votre prospection LinkedIn, plus call. Et voilà, en moyenne, on estime en tout cas qu'il y a 5% des prospects qui voient vos posts, qui vont vous contacter, et puis l'immense majorité des autres qui parfois se posent la question, voient peut-être la manière dont vous pouvez répondre à votre problème, qui vont jamais prendre les devants de le faire. Et donc c'est quand même bien dommage de ne pas aller engager ces personnes-là qui voient vos posts. Peut-être que vous avez déjà eu des prospects qui vous disent voilà, je vois tes posts depuis très longtemps, c'est la première fois que je prends rendez-vous avec toi. Si vous l'aviez engagé un peu plus tôt, peut-être que ça aurait accéléré la démarche.
Ouais. Et puis, il y a une chose aussi qui est très vraie que tu partages dessus, Lucas, c'est qu'on attire en fait sur ce qu'on appelle l'inbound, des fois des curieux qui sont pas dans notre cible. Quelqu'un qui a vu au contenu et qui trouve ça super cool, j'aimerais bien échanger avec toi. On peut bien le qualifier, etc. Mais c'est dur de dire non derrière. Ah non, non, t'es pas dans ma cible, désolé. On peut l'amener, etc. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors que quand vous avez de la prospection, c'est vous qui choisissez. Vous triez du coup les entreprises qui sont dans votre cible, les prospects que vous souhaitez contacter. Et derrière, c'est des prospects qui sont sûrement intéressés, mais que vous allez choisir à qui vous allez parler. Alors que les personnes qui viennent à vous, ça peut être des super prospects pour vous, comme des prospects qui n'ont pas forcément le bon panier moyen, qui sont hors cible, etc. C'est ça, complètement. Maintenant, du coup, on a vu un peu comment réussir du coup la partie prospection LinkedIn, comment réussir sa stratégie de call de façon globale, et ensuite on va voir comment imbriquer les deux du coup canaux, LinkedIn et call call. Déjà, il y a une chose qui est super importante quand on fait du call, c'est créer des bonnes listes de prospection. 90% de la réussite d'une stratégie, que ce soit d'ailleurs sur la prospection LinkedIn, email ou du call, c'est de contacter les bons prospects au bon moment. Donc, on recommande des listes, nous, ultra précises, de faire des segmentations vraiment super claires, précises. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une liste précise? C'est un secteur d'activité spécifique. Je ne contacte pas toutes les TPE, PME de 10 à 20 salariés de ma zone géographique. Je contacte les entreprises du coup de maçonnerie de 10 à 20 salariés en France. Voilà, vraiment quelque chose de spécifique. Pourquoi? Parce que ce soit sur LinkedIn et encore plus par téléphone, il faut parler comme votre prospect. Moi, j'aime bien parler de la technique du miroir. Quand j'appelle un prospect, il faut qu'il ait l'impression que je suis des siens, qu'il se reconnaît en moi, que je connais son secteur d'activité, que je parle comme lui. Et si vous appelez dans une session de call un patron d'une entreprise du BTP, ensuite une personne du conseil info et derrière, du coup, un président d'un SaaS B2B, ça va être compliqué hein, sur votre discours. Soit vous êtes très très fort, soit du coup, en fait, ça ne va pas résonner dans leur esprit et derrière, l'impact de votre call sera tout à fait différent. Donc, vraiment cibler un secteur d'activité, une taille d'entreprise aussi, parce que même sur un secteur d'activité similaire, sur une entreprise de maçonnerie, par exemple, de 10 à 20 salariés et une entreprise de 500 à 1000 salariés, ce pas du tout les mêmes enjeux qu'ils ont, pas les mêmes problématiques et sûrement pas les mêmes personas aussi à appeler. Donc, garder un secteur et une taille d'activité où les enjeux et les personas, du coup, qui vont être décisionnaires vont être similaires. Et derrière, sur une liste, nous, ce qu'on conseille, c'est un, deux personas par liste. Le plus simple, c'est d'avoir une liste, un persona. Les dirigeants d'entreprises de maçonnerie de 10 à 20 salariés. Mais deux personas peuvent être pertinents. Par exemple, nous, on a de nos clients une agence du coup de communication, de relations presse et de communication pour dirigeants. On va faire des listes avec deux personas, les CEO et les CMO, parce que c'est des entreprises de 50 à 500 salariés et les CEO souvent ne vont pas être dans l'opérationnel. Donc le matin, on appelle les CEO, on demande une mise en relation avec le CMO quand c'est pas eux qui gèrent. Et l'après-midi, on appelle les CMO avec une mise en relation. Et derrière, tout le call, la stratégie est plus facile. Donc voilà, c'est vraiment super important. Un secteur d'activité pour personnaliser, rentrer dans la tête de votre prospect et parler comme lui, connaître ses problématiques, une taille d'entreprise spécifique et un persona à qui vous allez vous adresser. Bien entendu, une fois qu'on a fait ces listes précises, il faut avoir un maximum d'informations pour pouvoir personnaliser. On l'a dit au ce début de webinaire avec Lucas, la qualité va primer sur la quantité en 2026. Il faut que le prospect il sente que vous l'appelez à lui en personne et que c'est avec lui que vous voulez échanger et que ce n'est pas un nom parmi 150 que vous avez prospecté. Donc pour cela, ben, il faut connaître l'actualité récente de l'entreprise, voir du coup s'il y a les interactions sur LinkedIn, s'il y a du RP, des articles de presse qui sont sortis récemment, avoir un œil sur l'organigramme de l'entreprise. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est en direct. Oui, allô Lucas, c'est Flavien chez Let's Gross. Est-ce que c'est toi qui gères ce sujet? Ah non, c'est pas moi. Ah ok, mais j'ai vu, c'est peut-être Patrick ou Richard de chez toi, du coup, qui le gère, parce que j'ai vu qu'ils étaient head of sales et head of marketing. Ah oui, oui, c'est Patrick. Et là, la personne, il se dit, en fait, c'est pas n'importe qui. Il connaît ma boîte, il connaît les gens qui travaillent dans ma boîte, il sait comment on fonctionne. Et là, ça change tout derrière. Et la personne a envie limite de vous aider, de vous mettre en relation ou de vous écouter, parce que, ben, en fait, vous appelez quelqu'un et qui se sent concerné par votre discours et qui a l'impression que vous avez, entre guillemets, fait votre devoir, vous avez fait votre travail en appelant pas n'importe qui au hasard, en essayant d'attirer de l'intention. Une fois du coup qu'on a des bonnes listes de prospection, qu'on a toutes les informations pour personnaliser, mais bien entendu, il va falloir avoir un script qui soit pertinent, respecter des étapes pour pouvoir être le plus performant possible dans sa prospection par call. La première chose du coup pour écrire un bon script, ça va être l'intro, l'accroche. C'est vraiment primordial, c'est ce qui va faire que le prospect vous écoute ou n'a qu'une envie, c'est de raccrocher. Donc pour cela, on va le voir, mais il faut trouver du coup
des intentions, des excuses entre guillemets pour contacter le prospect. Vous avez participé à mon webinar, j'ai vu que vous avez fait ce salon-là, je vous ai envoyé un email ou un message LinkedIn la semaine dernière. Voilà, trouver du coup en fait une accroche, pourquoi vous le contactez à lui, pourquoi le contacter maintenant, et qui permet le prospect va vous écouter pendant les 30, 45, 1 minute qui arrive. Deuxième chose, une fois qu'on a l'attention du prospect, c'est bien entendu de qualifier. On peut faire des listes très précises. Si on est sur des entreprises un peu plus grosses, on n'est pas sûr en fait que le prospect que l'on appelle, ça soit vraiment lui qui gère le sujet ou le service ou le produit sur lequel on veut le pitcher. Donc, hello Lucas, nanana, est-ce que tu as reçu mon email? Est-ce que c'est bien toi chez Jova qui gère les sujets de prospection B2B et d'acquisition de nouveaux clients? Oui ou non? Ce qui permet déjà que le prospect se sente concerné et de ne pas pitcher jusqu'au bout quelqu'un qui va juste vous dire en fait c'est pas moi qui gère. Vous allez perdre votre temps et la personne en plus va pas forcément apprécier l'expérience. Une fois que vous avez son attention et que vous savez que c'est le décisionnaire, là c'est le moment de pitcher, mais voilà, de façon très précise et claire. 20 secondes, on va le voir après, mais une proposition de valeur. Je travaille avec vos concurrents XY, on a résolu ce problème-là. Est-ce que ça vaudrait le coup que je vous montre ce qu'on a fait chez eux et si c'est applicable chez vous? Donc, on pitch et ensuite on propose, voilà, ça vaudrait le coup. Est-ce que vous serez disponible semaine prochaine ou ça vous intéresserait du coup de prendre 30 minutes ensemble pour susciter de l'intérêt, voir si ça vaut un échange et si c'est le cas, prendre le rendez-vous. N'hésitez pas à partager vos meilleures accroches de prospection si vous en faites un petit peu. Toujours content des bonnes pratiques. Je dédicace Arthur qui est dans mon équipe. Lui a une accroche qui fonctionne très bien en ce moment. Il peut paraître contre-intuitif, mais c'est est-ce que je vais gâcher votre début d'année si je vous dis que c'est un appel de prospection? Il n'y a pas de contexte sur pourquoi on appelle la personne, mais par contre ça détend tout de suite l'atmosphère. Alors parfois il se prend des portes, hein, bien sûr, mais mais dans l'immense majorité des cas, la personne est bien surprise en tout cas de cette accroche-là et ça permet de créer du lien rapidement et d'enchaîner ensuite sur bien sûr pourquoi est-ce qu'on appelle la personne en question et donc dédicace à Arthur parce que pour le coup ça marche super bien. Clairement, et l'humour, c'est vraiment sous-coté en call. En fait, dès qu'on va détendre un peu l'atmosphère, le prendre comme un jeu et dire entre guillemets à votre prospect, vous avez passé un bon moment avec moi, c'est beaucoup plus facile. Il y a des choses, par exemple, sur les accroches, on va les voir juste après. Est-ce que du coup vous me remettez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du coup de Let Growth? Ah non, non, du tout. Là, du coup, le prendre à la rigolade. Je dirais à nos équipes, on a encore du travail à faire du coup sur la partie marketing. On le sait au moins comme ça. Et ensuite, on enchaîne. Détendre l'atmosphère par ah bon, vous ne me connaissez pas? Ah mince. Là, de suite, ça peut devenir un peu gênant où le prospect va se dire bon, où est-ce qu'on va, etc. Donc, toujours ajouter une pointe d'humour, faire de l'autodérision, ça permet de détendre l'atmosphère. Ça ne marche pas à tous les coups, comme l'a dit Lucas, mais en tout cas, ça permet vraiment souvent d'avoir l'attention de notre prospect et dire bon, cette personne-là, il est sympa au téléphone, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Un exemple du coup de script entier qu'on vous enverra du coup dans la présentation pour vous mettre du contexte sur comment ça fonctionne. Donc, les exemples d'accroche. Bonjour Lucas, je suis Flavien de chez Pinkflow, c'est le nom d'un de nos clients. On peut utiliser plusieurs types d'accroches. Là, j'utilise aussi l'accroche géographique. On cible du coup des entreprises qui sont proches de leur secteur. Sentiment d'appartenance, ça fonctionne toujours. On est situé à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord, dans le nord, pas très loin de chez vous. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Oui, non. La plupart du temps, ils vont dire qu'ils ne nous connaissent pas. Mini proposition de valeur pour mettre du contexte sur pourquoi on l'appelle. Nous, on aide les responsables de production comme vous à optimiser leur performance opérationnelle grâce à un logiciel de management visuel 4.0. Derrière, on qualifie. Est-ce que, Lucas, c'est vous qui êtes responsable des sujets d'animation AIC, X, Y, Z chez Jova? Oui, non. Si c'est non, on demande une mise en relation. Notamment si on a l'organigramme sous les yeux, en lui proposant des noms de prospects du coup de son entreprise. Si c'est oui, on continue avec un pitch éclair. Il y a différentes typologies de pitch. Là, c'est un pitch un peu. Je sais que vous êtes expert sur votre domaine. Je veux vos retours terrain. Donc, je vous appelle parce qu'on a gagné un appel à projet récemment. L'objectif, c'est pas vraiment de vous prendre du temps maintenant, mais de prendre 30 minutes dans les prochains jours pour recueillir vos retours sur comment vous faites des bonnes séquences LinkedIn, quels sont les avantages du coup de votre outil et qu'on puisse, nous, derrière, améliorer du coup notre solution avec les retours d'un expert comme vous. Derrière, call to action, est-ce que vous serez disponible semaine prochaine, mardi ou mercredi, par exemple? Ça, c'est un exemple du coup de pitch. Il peut y avoir des pitchs où c'est pas du tout ce genre de choses que l'on va pitcher, c'est-à-dire qu'on va directement dire ah ben ok, super, donc pour vous expliquer, en fait, on aide du coup les entreprises comme Jova à améliorer leur prospection B2B et les résultats en faisant du call sur tous les posts LinkedIn que vous allez faire et tous les messages LinkedIn que vous allez envoyer. On a notamment fait chez Faro et chez La Grosse Machine. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre ce qu'on a fait chez vos concurrents et voir si c'est applicable chez vous? Vous pouvez être aussi beaucoup plus précis derrière vers une vraie proposition de valeur et qualifier
derrière en disant est-ce qu'il y a de l'intérêt. Il y a plein de pitchs qui sont différents, mais surtout, nous, ce qu'on trouve important, c'est les étapes. L'accroche, j'ai l'attention de mon prospect, je qualifie, est-ce que c'est bien lui qui est décisionnaire, je pitch en quelques secondes, et derrière, si ça vaut le coup et si c'est qualifié, je propose un rendez-vous. Est-ce que toi, Lucas, tu as des pitchs, je sais que vous faites du call chez Jehovah, que vous utilisez le plus, je crois qu'on en avait parlé en off un peu, mais Ouais. Nous, on a cherché au début curieux d'avoir ton retour d'ailleurs, Flavien, là-dessus. Au début, on a beaucoup travaillé sur le fait d'aller chercher des échanges avec des personnes qui sont en charge de la lead gen dans des boîtes B2B, PME, on va dire équipe de 5 à 15 personnes sur la lead gen. Et donc l'accroche type qu'on avait, c'était voilà, on veut parler avec vous, vous êtes a priori en charge. Enfin, on qualifiait le fait que la personne était en charge de ces sujets-là, lead gen, que elle est toujours en poste dans la boîte et que voilà, le secteur d'activité était bien conforme à ce qu'on avait identifié. Et ensuite, on leur proposait un échange pour comprendre comment ils avaient mis en place des processus de lead scoring ou de nurturing grâce à LinkedIn. Et généralement, on avait des super retours, en tout cas de décrocher à rendez-vous. Après, on s'est posé un peu plus la question, est-ce qu'on veut être plus intentionnel, parce que c'était un échange qui était quand même assez ouvert sur la mise en place de ces processus-là. Et donc, en ce moment, on se pose la question d'aller dans un pitch un peu plus direct sur ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter pour peut-être avoir moins de rendez-vous, mais des rendez-vous qui sont plus qualifiés dans la mesure où il y a un projet, il y a une problématique déjà bien identifiée. Voilà, donc curieux d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. À quel moment, toi, tu fais le pont de on prend plein de rendez-vous à on qualifie un peu mieux et puis on va chercher des rendez-vous encore un peu plus intentionnels? ouais, c'est un très bon point, ça, Lucas. Et moi, en fait, on répond, nous, je réponds, et ce qu'on dit à nos clients, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Au début, il vaut mieux avoir plus de rendez-vous avec des prospects qui sont là juste peut-être pour faire vos retours produits ou avoir une discussion autour de leurs enjeux, que très peu de rendez-vous, mais qualifiés. Parce que ben, vous allez pouvoir faire évoluer vos méthodes de vente, votre cycle de vente, peut-être votre prospection, votre qualification, savoir quels sont les prospects qui sont intéressants avec vous pour échanger ou ceux sur lesquels ben, vous allez perdre du temps ou en tout cas, ce n'est pas dans votre cible. Donc, il vaut mieux d'abord avoir des scripts en effet qui sont un peu plus faciles. Je veux votre expertise, est-ce qu'on peut prendre 30 minutes pour parler des sujets ensemble et du coup avoir un cycle de vente qui soit plus long, un taux de conversion qui soit moins élevé, mais par contre vous évoluez, vous apprenez en permanence auprès de décideurs du coup de votre secteur d'activité que vous ciblez. Et ensuite, petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de clients, vous allez avoir moins de temps aussi du coup pour parler entre guillemets à tout le monde. Et là, du coup, rentrer dans des pitchs qui sont moins je veux votre expertise, mais nous on fait ça. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce qu'on l'a déjà fait chez votre concurrent? Ça vaudrait le coup qu'on échange ensemble, oui ou non. Et là, de suite, les personnes qui vont venir en rendez-vous, il y en aura moins, mais de suite, ils savent que c'est pour échanger à propos de votre service ou de votre produit et du coup, peut-être enclencher un cycle de vente derrière. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arbitre. Au début, il vaut mieux s'adresser à plus de monde, avoir beaucoup de retours Récupérer de pour l'info, apprendre. adapter son script, sa proposition de valeur, etc. Et puis ensuite, être un peu plus percutant dans la manière dont on se présente dès le début pour filtrer en tout cas les personnes qui ont un vrai projet ou pas. Bon, bah, on est en plein dedans. Exactement. Exactement. Du coup, on en parlait, réussir son accroche. Bon, c'est pas du tout exhaustif. Il y a plein d'accroches qui existent. Tous les jours, presque, il y en a des nouvelles qui sont tentées, qui fonctionnent pas. Nous, c'est quelques accroches qu'on utilise dans l'agence et qui fonctionnent bien. La première, c'est vraiment, vous me remettez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous? Ça, c'est bien si vous faites déjà du contenu, vous faites des vidéos YouTube, vous avez des newsletters, vous faites des webinaires, vous faites un podcast, des posts LinkedIn. La plupart du temps, les prospects vont dire non, c'est une réalité, mais ça permet un peu de radoucir un peu l'appel, mettre un peu de contexte dessus, légitimer aussi votre expertise qui fonctionne. La deuxième, c'est bonjour Lucas, est-ce que vous avez reçu mon message? Je vous ai envoyé un message LinkedIn ou un email il y a quelques jours, est-ce que vous l'avez reçu? C'est pareil de dire je cherchais vraiment à vous joindre, j'aurais aimé échanger avec vous. La plupart du temps, la personne, soit elle n'a pas vu, soit elle ne s'en rappelle pas, mais ça permet toujours pareil d'avoir l'attention pendant les 30 premières secondes. L'autre accroche aussi que Lucas, tu dis que c'est ton collègue Arthur qui utilise pas mal, qui fonctionne. Ouais, je vais juste vous prendre 30 secondes. Est-ce que c'est gâcher votre temps de prendre 30 secondes actuellement ou vous avez 30 secondes à m'accorder? La franchise, si la personne dit oui, vous savez derrière que vous avez, entre guillemets, carte blanche pour pouvoir le pitcher pendant 30 secondes et essayer d'attirer son attention et de voir s'il y a de l'intérêt à échanger ensemble. Et ensuite, il va y avoir d'autres signaux plus intentionnels. Je suis tombé sur votre site, j'ai vu que vous faisiez ça, ou qu'il y avait des ads qui tournaient. Nous, on permet de faire ça. Voilà, dire, je viens d'un signal, j'ai vu que vous avez participé à ce salon-là. C'est des trucs qui fonctionnent aussi très bien. Une autre aussi que je ne l'ai pas montré là, mais qu'on utilise beaucoup, c'est les recommandations internes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de recommandations qui vont fonctionner. Des vraies recommandations, vous avez appelé le CEO le matin. Moi, j'appelle du coup le CMO l'après-midi. Oui, c'est Lucas, du coup, votre CEO, qui m'a dit de vous contacter.
Voilà, direct, bam, on enlève la barrière de sécurité, le prospect est à l'écoute parce que c'est une recommandation interne. Et il y a même des petites astuces de filou qui fonctionnent sur les plus grosses boîtes, les boîtes de plus de 500 salariés. C'est que vous ciblez par exemple une DSI d'une grosse boîte, il va avoir 50, 60 personnes, mais vous pouvez appeler un responsable projet en lui disant c'est le DSI qui m'a dit de vous contacter. Dans les grosses boîtes, il y a beaucoup de télétravail. La plupart du temps, ils ne communiquent pas tous les jours entre eux. Et du coup, ça fonctionne bien, même si ce n'est pas une vraie recommandation. Arbitrer derrière sur le secteur d'activité, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, même des recommandations un peu voilà, que l'on a sorties du chapeau, ça fonctionne bien parce que il sait que vous connaissez l'organigramme, que vous vous renseignez sur l'entreprise, et du coup, ça permet d'enlever la barrière à l'entrée que peut avoir votre prospect. Ensuite, je voulais vous montrer deux objections aussi qui sont importantes en call. C'est une réalité dans le call, ça ne se passe pas de façon très fluide. Dans 95% du temps, le prospect va émettre des objections. Il y aura des objections, ce qu'on appelle généralistes, comme celle-ci, envoyez-moi un email, ça ne m'intéresse pas, je suis en réunion. Il y aura aussi des objections qui soient spécifiques à votre offre ou votre service. Moi, j'ai pris le choix de traiter des objections généralistes qui peuvent s'adresser un peu à tout le monde. La première que l'on rencontre très souvent et qui est la plus frustrante, c'est envoyez-moi un email parce que vous êtes arrivé au bout du pitch, vous avez proposé un rendez-vous, et la personne dit oui, pourquoi pas, mais bon, envoyez-moi un email et puis je regarderai pour prendre rendez-vous. Donc il y a deux possibilités. Soit la personne vraiment, elle n'a pas le temps, ou alors elle a un agenda très chargé, ou pas son agenda sous les yeux, elle est intéressée, mais elle demande un email. Mais dans la plupart du temps, c'est une façon déguisée de dire ça ne m'intéresse pas, je vais écourter l'appel. Donc comment répondre à cette objection? Si vous dites bon, avec plaisir, je vous envoie un email et puis je vous laisse booker le rendez-vous, 90% du temps, la personne ne bookera jamais le rendez-vous, peut-être même n'ouvrira même pas votre email. Donc, ce qui est important, c'est de qualifier, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'échanger avec cette personne-là ou est-ce que c'est un non déguisé? Donc, il y a deux typologies, il y en a même plus, du coup, pour répondre à cette objection. Le premier, c'est avec plaisir pour vous envoyer un email. C'est vrai que les emails passent souvent à la trappe, même des fois, ça arrive en spam. Ça serait peut-être plus sympa de prendre 15 minutes ensemble, vraiment d'échanger, de vous montrer rapidement ce que l'on fait et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. La personne, elle dit oui, vous prenez le rendez-vous, elle dit non, ça veut dire qu'elle n'avait pas envie de prendre rendez-vous et quoi qu'il arrive, ça ne servait à rien de booker le rendez-vous. L'autre chose, c'est du coup, pareil, avec plaisir de vous envoyer un email, mais j'aurais besoin d'un peu de contexte pour que ce soit vraiment personnalisé et pertinent. Et là, poser une ou deux questions ouvertes, ça permet vraiment de voir s'il y a un intérêt à envoyer cet email personnalisé et ensuite à relancer ce prospect ou si c'était un non déguisé. Pareil, toujours pour pas perdre de temps, du coup, à envoyer des emails avec des prospects en disant de faux espoirs. Si, mais je pense qu'il était intéressé. J'ai eu 6 emails à envoyer aujourd'hui. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui n'étaient pas vraiment intéressées. La deuxième sur les non déguisés, d'ailleurs, on parle d'email, mais typiquement, si c'était pas le bon moment, ou en tout cas la personne avait besoin d'un peu plus de contexte et que vous avez récupéré quelques infos, pas hésiter peut-être à envoyer une petite invitation LinkedIn, un petit message, merci pour l'appel qu'on a eu aujourd'hui, et puis se permettre de rappeler la personne un peu plus tard, une fois que si jamais vous en êtes arrivé quand même malgré tout à devoir envoyer un email ou quelques infos, de revenir aux nouvelles pour savoir à quel point cette fois-ci le mail avait été lu, d'avoir en tout cas ouvert les portes entre email, LinkedIn et puis petit rappel à J+7 pour savoir comment a été perçu l'email et le pitch et si la personne a pu se reposer dessus, regarder les quelques case studies que vous avez partagés en attendant. Voilà, ça c'est quand même cool de rajouter cette petite touche LinkedIn aussi de temps à autre. Clairement, clairement. Et puis, il y a des vrais emails, c'est-à-dire la personne a dit non, franchement, c'est un sujet, mais c'est un sujet sur Q2 parce que j'ai un commercial qui arrive, etc. Et là, à ce moment-là, bien entendu, bien l'entrer dans le CRM, faire du nurturing, le suivre, le rappeler. Et là, il y a des vrais rendez-vous à aller chercher, notamment sur des gros comptes. Donc, c'est pas du tout néfaste et une mauvaise pratique, mais il faut être sûr et avoir vraiment creusé qu'il y ait de l'intérêt, vous, derrière, à faire des efforts commerciaux. Pas perdre de temps à faire des relances du nurturing sur des prospects qui n'étaient pas du tout qualifiés. Oui, c'est ça. Et en plus, ils vont garder une mauvaise image de vous parce que vous allez continuer à les solliciter alors que eux, ça ne les intéresse pas forcément. Donc, c'est vraiment important. Et la deuxième objection que l'on rencontre très souvent, c'est je le fais en interne, je suis déjà équipé. Nous, dans notre cas, pour l'agence, j'ai déjà une agence avec qui je travaille, ou du cas, j'ai déjà un outil qui permet de faire de la prospection LinkedIn. Ça, c'est une objection que vous allez rencontrer ultra souvent. C'est super important, en fait, de valider, en gros, cette objection. Mais c'est super, en fait, que vous ayez déjà une agence. Ça veut dire que vous êtes bien au courant des enjeux liés à la prospection et avoir beaucoup de rendez-vous qualifiés chaque mois. L'objectif, moi, c'est pas du tout de remplacer votre prestataire actuel, mais de voir si on peut être complémentaire, peut-être apporter des choses en plus. Ça se trouve, ça ne sera pas le cas, mais c'est vraiment de regarder ensemble et là, poser une question. Est-ce que votre prestataire actuel, l'agence avec qui vous travaillez, ils font de la prospection multicanal ou ils font uniquement du call-call? Essayer de creuser, voir si ça vaut le coup en fait de challenger son prestataire actuel ou
d'être complémentaires, notamment sur les équipes internes, sur ce qu'elles font. Et ça, c'est super important parce que sur des marchés qui sont matures, comme nous, on peut être sur les agences de prospection B2B ou Lucas sur les outils de prospection LinkedIn, une réalité, c'est que 70 ou 80% des prospects, soit ils sont déjà équipés, soit ils font déjà de la prospection interne, soit ils ont déjà quelqu'un qui les accompagne. Donc, si à cette objection-là, vous dites, oh, pas de souci, merci, au revoir, vous allez vous louper, ou en tout cas passer à côté de beaucoup d'opportunités très intéressantes. Une fois du coup qu'on a vu un peu comment faire un bon script de prospection, quelles sont les objections récurrentes, comment y répondre, et surtout les accroches qui fonctionnent. Bien entendu, le call call, comme tout canal d'acquisition, il faut suivre les KPI. Tout ce qui n'est pas suivi ne peut pas être amélioré. Donc, quel KPI on doit suivre pour savoir si notre stratégie de call call fonctionne? Le premier, ça va être le taux de décroché, tout simplement le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui répondent sur une session d'appel. Donc, sur 100 personnes, si j'en ai eu 30 qui ont décroché, j'ai 30% de taux décroché. Et ça va vraiment, l'impact sur le taux de décroché, ça va être la qualité de la base de données. Si votre base de données est bonne, vous avez plus, avec des bons numéros, etc., de la bonne data, le taux décroché va logiquement être meilleur. Et aussi le timing, la date et l'heure à laquelle vous appelez vos prospects, qui va beaucoup jouer sur certains secteurs d'activité. Deuxième KPI qu'on suit, ça va être le taux de prospects argumentés. Sur les personnes qui ont décroché, combien j'ai vraiment pitché jusqu'au bout? Ils étaient décisionnaires, c'était eux qui géraient ce sujet-là. Donc ça va vraiment mettre en avant du coup aussi la qualité de la liste, mais surtout la capacité à réussir son accroche, passer le premier barrage et à pouvoir pitcher les prospects en entier. Et ensuite, l'autre KPI que l'on va suivre, c'est sur ces prospects argumentés, combien je vais prendre de rendez-vous. Sur une conversation argumentée, combien j'ai de rendez-vous, donc le taux de conversation qualifiée qui finit en rendez-vous. Et ça met vraiment en avant la qualité du script, la proposition de valeur du coup de votre stratégie de call. Et bien entendu, ensuite, c'est des KPI un peu plus avancés, mais qui sont intéressants à suivre. Le taux de show ou de no-show sur les rendez-vous que j'ai pris, combien vont vraiment se présenter du coup lors de la visio, qui est super important et qui met en avant la qualification que vous avez pu faire en préambule de votre call. Et ensuite, si on va aller jusqu'au bout, c'est le taux de closing sur les 10 rendez-vous que j'ai eu ce mois-ci, combien j'en ai converti. Et pour vous expliquer un exemple de funnel, c'est que ça, c'est des KPI classiques que l'on peut avoir. C'est qu'à peu près sur 1000 contacts que l'on appelle sur un mois, par exemple, il va en avoir à peu près 300 qui décrochent, entre 20 et 30% de taux décroché, c'est les moyennes que l'on a. Derrière, sur ces 300 qui décrochent, on va à peu près avoir 30% du coup que l'on va pouvoir argumenter jusqu'au bout, sur lesquels ils avaient du temps à nous consacrer, c'était exactement la bonne cible. Donc 90. Dessus, si on a un bon script, derrière, qu'on a un peu d'expérience en call call, on va booker entre 10 et 20 rendez-vous sur ces 90. Il va en avoir entre 10 et 15 qui vont se présenter en rendez-vous. Et derrière, 3 clients. Donc, on peut voir que la qualité est très importante, mais bien entendu, il faut aussi ce qu'on appelle sur le système du coup de cascade, avoir le volume nécessaire en l'entrée. Et ça, c'est des bonnes KPI de dire, en fait, si vous faites 100 appels dans le mois, c'est compliqué derrière vous de signer 4 ou 5 clients. Donc, bien aussi traquer quel est le volume que je mets en entrée, quels sont les KPI à chaque étape pour savoir, entre guillemets, combien de personnes je dois contacter chaque mois pour aller chercher mes objectifs commerciaux. J'en profite, il y a quelques questions dans le chat et on va prendre 10 minutes à la fin pour y répondre. Je vois Claire, on vous oublie pas, Claire, Alexandre, voilà, vous aviez posé des questions, donc bien noté, on va prendre le temps d'y répondre. Et Flavien, je te laisse continuer, je ne voulais pas t'interrompre, mais juste pour le préciser, pour les autres qui auraient des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat aussi, on va prendre le temps d'y répondre, bien entendu. Clairement. Du coup, pour vous expliquer maintenant que Lucas vous a expliqué comment réussir sa stratégie de prospection sur LinkedIn, je vous ai parlé du coup de la partie call. Maintenant, comment combiner les deux, c'est ce qui est le plus efficace, d'aller des séquences multitouch, d'utiliser des signaux d'intention. Donc, on a du coup, va vous montrer 3 séquences qui fonctionnent vraiment bien. C'est pas du tout exhaustif, pareil, il y a plein d'autres séquences qui peuvent fonctionner. Nous, c'est les 3 qu'on va le plus utiliser du coup avec Lucas. La première, c'est une stratégie qui est très simple, d'école suite à une vue de profil. C'est-à-dire que si vous faites du contenu régulièrement, avec de la forte valeur ajoutée, que vous commencez à avoir une audience sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont voir votre profil, qui vont aller consulter votre profil tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et ça peut rapidement être du coup des chiffres qui sont intéressants. Et là-dessus, vous aurez entre guillemets à boire et à manger, mais vous aurez toujours des personnes super intéressantes qui sont de votre cible, qui sont vos personas, qui vont contacter votre profil. Donc, une stratégie très simple. Vous allez sur votre vue de profil, du coup sur LinkedIn. Ensuite, via n'importe quel outil, vous allez pouvoir enrichir du coup le numéro de téléphone et appeler la personne. Et Lucas, j'ai vu que tu étais passé sur mon profil récemment. Je me demandais du coup, est-ce que tu as des enjeux peut-être de prospection B2B? Là, faire une conversation qui soit très fluide dessus avec le prospect parce qu'il a mis un premier signal d'intention
il allait voir votre profil LinkedIn. Deuxième stratégie, du coup, qui va ressembler, mais c'est pareil, suite à un contenu LinkedIn, mais c'est encore plus intentionnel, c'est des likes ou des commentaires suite à un post LinkedIn. Ça, c'est ultra pertinent parce qu'elle a montré un premier intérêt pour votre contenu en likant ou en commentant du coup un de vos contenus. Donc pareil, allez nettoyer, entre guillemets, filtrer les personnes qui sont intéressantes dans les likes et les commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents aussi qui peuvent arriver, ou des amis même du coup de votre réseau. Enrichir et appeler. Et ça, il y a une chose qui est très importante, c'est de le faire sur des posts qui sont intéressants, c'est-à-dire qui vont apporter de la valeur. Des use cases de vos clients, des stratégies que vous mettez en place. Bref, quelque chose qui est vraiment pertinent parce que si je fais un post sur la qualité de vie en Corse et que je vais appeler les personnes qui ont liké, parce que j'ai Ça va être envie dur de de rencontrer de rattacher nouvelles personnes, ça voilà. à ton offre. Exactement, exactement. De suite, c'est moins intentionnel. Donc, essayez d'avoir des posts qui soient le plus intentionnels possible. Et c'est pas forcément ceux qui vont faire le plus de likes, mais c'est ceux qui auront du coup l'audience qui sera la plus qualifiée. Ça, c'est quelque chose, nous, en tout cas, je vois qu'on fait beaucoup. On crée beaucoup de contenus qui vont générer de l'interaction sur nos posts et ensuite, on va récupérer les personnes qui ont généré de l'interaction sur nos posts. On va trier, comme le disait Flavien, donc scorer en tout cas ceux qui sont les plus pertinents par rapport au type de personnes qu'on cherche et on va les appeler. Parfois, on rajoute une étape avant où on va justement envoyer un petit message LinkedIn en message privé. On va voir ça juste après. Voire, on partage une ressource complémentaire en message privé qui va générer un téléchargement sur le site ou d'une ressource. Et seulement après, on va passer un appel pour avoir encore un niveau d'intention encore un peu plus fort. Et ça, c'est vraiment, on le fait sur nos posts, on le fait sur les posts de créateurs de contenu, parce qu'en ce moment sur LinkedIn, il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu sur des niches spécifiques. Et donc, on va récupérer les personnes qui interagissent sur ces posts. Voilà, les stratégies sont très variées. Voilà. Et la troisième, Lucas, c'est celle que tu utilises le plus, toi. C'est ça, donc typiquement, on l'a vu là, quelques signaux qui permettent d'aller rappeler les personnes. Bah, du coup, c'est à ces signaux, c'est ajouter cette étape d'invitation de message, éventuellement de mail s'il y a un téléchargement de ressources via le message LinkedIn, pour ensuite appeler la personne. Et donc voilà, vraiment faire progresser la personne dans notre entonnoir, dans sa compréhension de ce qu'on fait pour l'appeler au bon moment parce qu'elle a déjà elle comprend ce qu'on fait, elle a vu nos contenus et on a réussi à créer du lien avec la personne avant. Yes. Et d'ailleurs, Lucas, c'est une petite question derrière de Sabine qui dit on n'a pas forcément le téléphone d'un profil LinkedIn. Comment faire pour l'enrichir? Ouais. Et ben typiquement, c'est une question que nous posent beaucoup nos clients en ce moment. Donc d'ici une quinzaine de jours, vous pourrez le faire dans Jova directement. Et donc elle s'est déjà en bêta test d'ailleurs si vous voulez tester. Donc vous n'hésitez pas voilà, à me contacter ou à tester l'outil. Et puis on peut vous ouvrir un accès en priorité. Mais donc voilà, nous ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on va récupérer le profil LinkedIn à partir d'un outil qu'on est en train de construire dans Jova et qu'on va ouvrir à nos clients très prochainement. Voilà. Et c'est le cas du Mail Pro d'ailleurs aussi, hein, donc on va récupérer Mail Pro et numéro de téléphone. Trop bien. Merci du coup, Lucas, pour ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. On a vu qu'il y a pas mal de questions, donc on va essayer d'y répondre à tous. On va pouvoir les reprendre là-dessus. Toi, tu n'avais plus des questions, Oui, j'ai eu une Lucas? première question, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Alexandre qui attend depuis un petit moment. Flavien, je pense que c'était sur ta slide où tu expliquais comment créer des listes de qualité, etc. Alexandre, tu demandais quel est le logiciel utilisé pour cela ou quels sont les logiciels que tu utilises pour créer des listes de prospection. Ouais. Donc, il y en a plein, mais j'imagine que toi, tu as des préférés ou tu en as utilisé plein. Donc, Ouais, bien sûr, il y a plein de logiciels qui utilisent pour créer des très bonnes listes de prospection. Moi, celui qu'on utilise le plus dans l'agence, du coup, c'est Pharo, Pharo-W, qui est un logiciel qui permet de créer des listes ultra précises. Pour la petite histoire, je connais bien l'outil. J'ai été salarié chez Pharo, responsable marketing, du coup, pendant 2 ans. Donc, on a une petite expertise en interne dans l'agence pour la création de listes. Il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés, Sales Navigator, Apollo, Société Info. Même Jova, je pense qu'il va permettre prochainement de pouvoir créer des listes précises. Mais voilà, il y a plein d'outils qui utilisent. Le plus important, c'est d'avoir un outil qui va multiplier les bases de données, enfin les points de données, les sources de données différentes, légales, LinkedIn, technologiques, etc. Et qui vous permet aussi d'avoir la bonne data, les bons emails, les bons numéros de téléphone le plus facilement possible.
Ouais. Pour compléter ce que tu as dit, Flavien, moi j'ai été client de Faro, on a utilisé Faro dans des cas d'usage très spécifiques historiquement. Chez Jovan, nous on n'utilise plus trop d'outils de base de données parce qu'en fait on va vraiment travailler sur justement les signaux qu'on arrive à récupérer sur LinkedIn pour aller créer notre base de prospects en soi. Donc on crée moins de listes froides qu'avant, en tout cas d'entreprises qu'on veut toucher, et on va plutôt aller récupérer les personnes qui interagissent sur nos posts, sur les posts de créateurs, et donc ça permet d'éviter parfois d'avoir justement à utiliser un outil de base de données pour prospecter. Mais ça nous arrive encore d'aller créer des listes froides, enfin des listes d'entreprises sur Sales Navigator ou sur Faro de temps à autre quand on a envie de tester une verticale très spécifique ou un persona très spécifique, et de faire des sprints de call ou de LinkedIn sur ces personnes-là. Ouais, clairement. D'ailleurs, Alexandre qui disait pour obtenir l'organigramme, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, entre guillemets, j'aime bien dire un cheat code, parce que quand on a l'organigramme sous les yeux, par département, sous département d'entreprise, et qu'on connaît du coup les interlocuteurs, quand on est en train de faire une campagne email ou au téléphone avec le prospect, en fait, on a toutes les informations, on peut naviguer dans l'organigramme, aller savoir qui gère quel sujet, et du coup, ça nous permet de faciliter énormément, du coup, notamment nos appels de prospection. La deuxième question qu'il y avait, si je n'oublie personne, c'est Claire. Claire, vous nous disiez, pardon, mes prospects sont des professionnels de santé, je n'ai pas leur numéro de téléphone portable, comment réussir à leur parler, passer le barrage de secrétaire? Alors ça, c'est des cas d'usage super intéressants sur lesquels nous on travaille beaucoup. On bosse avec des entreprises qui adressent des professionnels de santé, que ce soit des chirurgiens dentistes, des ostéos, voilà, beaucoup, en tout cas, secteurs d'activité variés. Et un gros sujet, du coup, Claire, j'imagine, auquel vous êtes confronté, c'est que quand on veut avoir ces personnes-là, il y a souvent un secrétaire, il y a rarement un email direct. Donc éventuellement, il faut réussir à les trouver en physique sur des événements pro, où il faut aller les prospecter sur le terrain, et c'est pas, voilà, c'est chronophage et pas toujours évident de le faire. Et donc étonnamment, en fait, sur LinkedIn, ces personnes sont de plus en plus présentes. En fait, on voit de plus en plus de dentistes, chirurgiens dentistes, enfin, vraiment toutes les. Je sais d'ailleurs, je pourrais vous demander en fait, je sais quelle est votre cible exactement. Vous m'avez peut-être répondu. Mais en tout cas, ces professionnels de santé sont de plus en plus présents sur LinkedIn, notamment s'ils sont en libéral, hein, bien sûr, parce qu'ils ont une démarche un peu plus entrepreneuriale que les professionnels de santé dans le public. Et donc, on peut les retoucher sur LinkedIn. Et après, sur l'aspect récupérer leur numéro de téléphone portable, là-dessus, de ton côté, peut-être Flavien, tu vas être plus Ouais. pertinent que moi. J'ai un petit doute. Ils sont à la limite du pro, donc en termes de RGPD, j'ai des petits doutes. Alors, ouais, il y a deux choses. En fait, s'ils ont un profil LinkedIn, on va pouvoir récupérer un numéro de téléphone portable. Après, il y a une réalité en 2026 en prospection B2B, c'est qu'un numéro de téléphone portable sur deux qui est trouvé, c'est un numéro perso. Il faut juste bien désamorcer la chose parce qu'il y a des outils qui donnent un peu les deux, qui font mal le distinguo. Ensuite, si votre call est bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez bien pitcher derrière. Mais ça serait une petite partie, en effet, des professionnels de santé qui seront sur LinkedIn, sur lesquels vous aurez le portable. Une grande majorité, en effet, ça sera le barrage secrétaire. Pour cela, il faut créer du contexte au maximum pour essayer de passer le barrage. Je connais Dr X, j'aurais aimé du coup échanger avec lui. Est-ce qu'il est disponible 5 minutes? Je l'ai croisé à ce salon-là ou du coup je l'ai croisé au marché. Il faut toujours trouver des trucs et c'est à force du coup pratiquement d'appeler la secrétaire, surtout sur les grandes entreprises, etc. où limite vous serez pote avec la secrétaire et du coup au bout d'un moment elle vous passera du coup le médecin. Il y a plein d'astuces pour passer comme ça les barrages secrétaires. Après, il y a une réalité aussi sur le métier de la santé, c'est qu'ils sont énormément du coup occupés, ils ont très très peu de temps, donc c'est assez compliqué cette Les avoir au bon partie-là. moment au téléphone quand ils ont un moment Voilà. de dissous. Ouais. Même si jamais la secrétaire vous la passe et qu'il est en consultation avec un patient, il n'aura pas de temps à vous consacrer et il ne va pas trop apprécier la démarche. Donc c'est vrai que ce pas les secteurs qui sont les plus faciles à prospecter. Ouais. Et du coup, sur LinkedIn, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est des personnes qui vont répondre tard le soir ou très tôt le matin, rarement pendant leur shift, si je peux me permettre, typiquement. Et donc, comme c'est de la synchrone, on va dire, ils prennent le temps de nous répondre quand on a envie de répondre, si le message est bon, encore une fois, si vous apportez de la valeur, si vous avez des choses intéressantes à dire, ça, c'est toujours la base. Exactement. Il y avait une question aussi d'Alexandre qui remontait qui était intéressante sur recommandez-vous ces pratiques pour les commerciaux au terrain ou plutôt les sédentaires ou des personnes dédiées à la prospection uniquement? Le sujet pour les commerciaux et l'organisation, notamment comment se bloquer du temps pour réaliser la prospection. Notre avis sur ce point. C'est un très très bon point, ça, Alexandre.
Et en fait, on voit très régulièrement, nous, on échange des entreprises qui me disent ben, on a des commerciaux, mais ils n'ont pas trop de résultats. En fait, la problématique, souvent, c'est que un commercial, ce qu'on appelle full stack, c'est-à-dire qu'il soit bon sur la prospection, qui aime ça, qu'il soit bon sur le closing, pardon, qui aime ça, c'est un mouton à 5 pattes. En 2026, c'est super compliqué à trouver, ou alors c'est des profils de sales qui sont très chers. La réalité, c'est qu'il faut souvent décomposer en deux. Des personnes qui soient dédiées à la prospection, ça peut être en interne ou en externe, et ensuite des personnes qui reprennent le lead une fois que le rendez-vous est posé, qu'il y a des prospects qualifiés. C'est ce qui vous permettra, vous, derrière, d'avoir la meilleure efficience avec des personnes qui aiment la prospection, qui sont bons là-dedans, et des personnes qui aiment échanger avec des prospects qui ont démontré un premier intérêt et qui sont bons pour être transformés en clients. Nous, c'est vraiment ce qu'on conseille qui est le plus simple à mettre en place actuellement parce que souvent, quand on a quelqu'un ou des personnes dans l'entreprise qui font tout, soit ils n'aiment pas un des deux aspects, donc ils vont le négliger, moins de temps dessus, ou soit ils sont moins performants sur un des deux aspects. Et après, parfois, la contrainte organisationnelle ou les ressources en interne font que, malgré tout, c'est difficile d'avoir de rôle parce que vous n'avez pas spécialement la possibilité de dégager ces ressources-là. Ce que j'ai vu dans des toutes petites équipes, en tout cas, où la personne doit faire un peu les deux, c'est effectivement de se caler des créneaux de prospection, hein, si vous avez la possibilité de le faire pour pas qu'ils sautent à la trappe, même si c'est 1 heure par jour ou 2 heures tous les 2 jours. Essayer de se caler des créneaux de prospection dans l'agenda, de sécuriser ces créneaux, c'est important. L'idéal étant bien sûr d'avoir 2 rôles différents sur ces sujets. Et après, dans des organisations encore un peu plus matures où vous avez une équipe marketing, ce qui est possible, c'est que vous avez un soutien de l'équipe marketing sur le sujet ou qui va créer les listes pour vous sur la base des types de prospects que vous voulez toucher, qui va créer éventuellement des cadences de prospection, email, LinkedIn, téléphone, s'assurer que la donnée est bonne, et donc le soutien de l'équipe marketing pour que vos commerciaux se concentrent vraiment sur la prospection, le suivi des prospects, et n'aient pas à gérer les outils, les cadences, la qualité de la donnée. Ça, c'est l'idéal, encore une fois, si vous arrivez à structurer tout ça. Clairement. On a d'autres questions, juste avant qu'on y réponde. On a pas mal qui posaient la question. Du coup, si vous souhaitez continuer l'échange, notamment essayer Jova, du coup, le logiciel de Lucas qui permet de prospecter sur LinkedIn, d'aller faire des bonnes listes, derrière d'avoir des résultats dessus. Mais je crois qu'il y a une offre où on peut tester pendant 7 jours. On a 500 crédits offerts, c'est ça, Lucas? C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est 7 jours, mais pour les participants, aujourd'hui, c'est 14 jours et sinon, c'est 7 jours. Donc, n'hésitez pas à tester l'outil. Vous m'envoyez un petit message LinkedIn si vous avez des questions en direct. Et on a aussi 500 crédits offerts. Les crédits ils vont soit être utilisables sur la fonctionnalité de bêta test dont j'ai parlé pour aller récupérer des numéros de téléphone ou des emails, ou sur des crédits qu'on appelle des crédits IA qui vous permettent d'enrichir les informations sur vos prospects pour s'assurer que vous pouvez voilà, que les personnes sont vraiment dans votre cible, que vous pouvez personnaliser les messages, etc. Donc, ils sont utilisables pour ces 3 sujets-là. Trop bien. Et pareil, si vous avez des enjeux de stratégie de prospection, d'acquisition, Alexandre nous disait peut-être dégager le temps pour pouvoir prospecter. Mais nous, Let's Grow, on est une agence de prospection externalisée, donc on aide des entreprises à se développer en faisant, entre guillemets, ce que j'aime bien dire, le sale boulot pour eux, la prospection LinkedIn, la prospection téléphonique, les emails pour pouvoir générer directement des rendez-vous qualifiés. Vous reprenez la main une fois qu'il y a des prospects qui sont intéressés par votre produit ou votre service. D'ailleurs, Et ça pour met bien ceux le. qui Ouais. sont pas dans une dynamique de tester un outil ou voilà, qui en sont pas encore là, je mets quelques ressources pour aller plus loin sur tout ce qu'on vient de se dire, avec des exemples de messages LinkedIn, des exemples de stratégies de contenu sur LinkedIn, des exemples de comment construire son client idéal. Voilà, c'est une ressource que vous pouvez télécharger, je l'ai mis dans le chat à l'instant, et ça vous permet voilà, de structurer toute votre stratégie, et puis aussi peut-être demain d'aller voir Flavien avec des éléments un peu plus structurés si vous voulez déléguer, ou d'arriver dans Jova avec des éléments un peu concrets de je sais à qui je veux parler, comment je veux lui écrire. Voilà, ça permet de formaliser un peu tout ça en amont. C'est toujours du travail préalable qui est bien, bien, bien sympa. Clairement. Tu parlais de l'IA qui est présent dans Jova, Lucas. C'est une question de Lorella qui nous dit quel outil d'IA automatisation recommandez-vous? Oui. C'est assez large comme Alors, question. sinon, c'est un bon point parce que c'est vrai que les outils d'IA d'automatisation, il y a plein de cas d'usage. Lorella, si vous voulez donner un peu plus de contexte sur ce que vous souhaitiez automatiser ou comment l'IA pouvait vous aider, si vous avez ça en tête, ça peut toujours aider à répondre. Mais pour vous répondre en tout cas sur ce qu'on fait chez Jova et après des outils d'IA, on en voit beaucoup émerger en ce moment. En 2026, on risque d'en voir émerger encore beaucoup. Et nous, chez Jova, notre vision quand même de l'IA, c'est que ça reste un outil qui est au service de l'humain, qui n'est pas là pour remplacer l'humain. Et donc, c'est la manière dont on l'intègre, c'est plutôt pour vous aider à
personnaliser des messages, mais pas automatiser 100% de ce que vous rédigez. C'est pour vous aider à éventuellement générer des premiers niveaux de réponse si quelqu'un a répondu, mais pas automatiser la réponse 100%. Donc nous, on est dans une dynamique où vraiment l'IA va vous aider à récupérer plus d'infos et personnaliser les messages, mais jamais tout automatiser à votre place. En tout cas, pas pour le moment. Et c'est vraiment notre vision de l'IA, en tout cas pour 2026. Trop bien. Ça fait déjà 1 heure du coup qu'on fait ce webinaire. On avait dit qu'on prenait 1 heure, donc je vois qu'il y a pas mal d'autres questions. Donc n'hésitez pas aussi à nous les poser, nous envoyer un petit message ou un email du coup à Lucas ou à moi du coup sur LinkedIn. C'est avec plaisir pour continuer la conversation ensemble. Et bien entendu, on vous enverra du coup la présentation, le replay aussi et le lien notamment si vous souhaitez tester Jova par email à la suite du coup des webinaires dans les jours qui arrivent. Merci déjà à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci beaucoup Lucas pour ton intervention et ta participation. Enfin, moi, Merci à beaucoup toi Flavien, apprécié. trop cool de croiser les expertises aussi, parce qu'on a chacun nos spécificités et ça fait plaisir de pouvoir partager, fusionner tout ça. Et merci pour toutes vos questions, ça a permis vraiment d'avoir du rythme aussi sur la fin de la présentation et de vous donner un peu plus d'éléments. Clairement. Et n'hésitez pas du coup à nous envoyer un petit message si vous avez d'autres questions, même des idées de webinaire. Avec Lucas, on va continuer du coup chacun en animer aussi régulièrement. Donc c'est toujours avec plaisir. Si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez qu'on traite, on pourra en discuter ensemble. Merci à vous, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Merci encore.